Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Auger. Bonjour Pascal. Bonjour, ravi d'être avec vous. Pascal, tu es présidente du directoire d'Inserm Transfer et Stanislas Demont-Lebert. Bonjour Stanislas. Bonjour Fabien. Stanislas, tu es directeur du pôle partenariat industriel, innovation et entrepreneuriat de l'université Paris-Cité. Alors, après un premier épisode consacré aux applications de la recherche fondamentale et un deuxième sur la protection des innovations, nous allons parler avec Nicolas ici présent. Bonjour Fabien, bonjour Pascal, bonjour Stanislas. Bienvenue à cet troisième épisode de Unlock Tech Transfer. Donc on est ravis de pouvoir faire ce podcast aujourd'hui. Tout à fait, nous allons parler d'une autre question clé, celle du financement. Alors en effet, une fois qu'un chercheur a déposé son brevet, est-ce qu'il peut enfin souffler ou est-ce que le plus dur est encore à venir ? Le plus passionnant est à venir. Un entrepreneur, la première leçon qu'il apprend, c'est cash is king. Et le chercheur ne sera peut-être pas encore entrepreneur, mais il rentre dans cette dynamique et la question du financement va se poser. Donc, la notion de cash et de moyens qu'on se donne pour réussir son projet, son histoire. D'accord. Pascal ? Il peut souffler, pas vraiment, parce qu'en fait, une fois qu'on a déposé le brevet, l'horloge biologique du brevet, qui dure 20 ans, est en route. Et donc, chaque minute compte. Ça marche. On a un grand sablier qui se retourne. On a un grand sablier qui se retourne, qui va très, 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 très vite. Et comme les étapes les plus tardives sont souvent les plus longues, nous, on arrive au début et il faut faire le plus vite possible. D'accord. Donc, financer sa recherche avec un brevet, c'est pas vraiment possible. Il faut toujours aller chercher plus loin, aller chercher d'autres moyens. Oui, tout à fait. Et c'est important de s'en préoccuper le plus tôt possible. Parce que même à l'époque, dans les premières rencontres avec le chercheur, parfois même avant de déposer, faut se dire quelle est la trajectoire sur laquelle on veut l'emmener, vers quoi on veut, qu'est-ce qui a du sens par rapport à l'innovation potentielle, parce qu'évidemment la trajectoire qu'on prend va impacter directement la force du brevet. On va pouvoir rajouter de la matière si on a du financement, parce qu'on va pouvoir commencer ce qu'on appelle le développement précoce. D'accord. Et donc c'est critique de le voir le plus en amont possible et de construire la trajectoire avec le chercheur. D'accord. Alors, quels vont être ses interlocuteurs au chercheur à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut aller voir un banquier ? Je pense qu'on a vu dans les épisodes précédents qu'il y a tout un écosystème qui est là pour l'accompagner, pour lui parler de protection, d'innovation. Je pense que ces acteurs ont aussi la compétence pour traduire la trajectoire en outils d'accompagnement, que ce soit en compétences ou en ressources de financement. On parlera peut-être plus tard des outils que l'on a en interne et des outils proposés par aussi bien la France que l'Europe. Bien sûr. Mais le réflexe à avoir, c'est vraiment de travailler avec les équipes de valorisation des différents sites. D'accord. Des différentes tutelles. D'accord. Il y a toute l'expertise. Il y a des équipes dédiées à ce moment-là. Tout à fait. Et ce que change le fait de passer en mode innovation fait que c'est plus son histoire personnelle. Ça devient une histoire qui est partagée. D'accord. Qui est partagée avec l'établissement qui croit en projet et qui investit dans un actif immatériel. Donc ça devient une histoire d'équipe. Et il faut que cette équipe c'est ça. C'est plus une équipe de chercheurs. C'est une équipe de chercheurs avec d'autres compétences qui vont s'ajouter au fur et à mesure. D'accord. Très bien. On parle souvent, quand il est question de financement, de risque, forcément. Financer les projets d'innovation, surtout à un stade précoce, c'est prendre un certain risque. Alors, comment le chercheur peut justement chercher à dérisquer ses travaux et à les présenter de la meilleure façon possible pour obtenir ces financements ? Alors, c'est beaucoup le travail du chercheur, mais c'est aussi beaucoup le travail des structures qui l'accompagnent, donc ce qu'on appelle les Tech Transfer Office, quelle que soit leur appartenance. Et donc le travail, c'est de les aider à franchir les premières étapes qui sont les plus risquées, parce qu'il y a une attrition naturelle. On a des domaines, par exemple dans la santé, où l'attrition est extrêmement forte et extrêmement violente dès les premières étapes. Et donc l'idée, c'est de l'accompagner en raisonnant sur quelles sont les étapes de preuve de concept, quels sont les financements qu'on peut mettre sur la preuve de concept. Alors, le terme consacré en France, c'est la prématuration et la maturation. Et donc, il y a quand même beaucoup de soutien, que ce soit des soutiens de la part des différentes tutelles. Pour l'Inserm, c'est c'est ce qu'on appelle le COPOC. Depuis 2009, 27 millions d'euros investis, ça a généré 40. D'accord. Il y a le Stratex pour UPC et il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent financer. Et donc, l'idée, c'est de voir ensemble comment on va mettre les petites pièces du puzzle ensemble pour réussir à construire cette chaîne de l'innovation vers l'aval, sachant que plus on va vers l'aval, plus c'est cher et plus c'est compliqué. D'accord. Pour le chercheur, ça peut donc vouloir dire aussi de mener quelques études complémentaires, d'affiner quelques travaux, pour éviter toute mauvaise surprise finalement. Le bon sens, c'est que pour le chercheur, c'est que le risque est d'abord technologique. Donc, on va parler de verrou et on va parler de maturité, voire même dans la plupart des innovations scientifiques de TRL, Technology Readiness Level.
Mais comme on l'a vu dans l'épisode brevet, un brevet, c'est pas simplement une invention que l'on grave dans le marbre et qui protège. C'est une invention qui a une application, un usage. Donc dérisquer, ça veut dire aussi traduire cet accès à l'usage. Donc c'est réfléchir aux accès marchés, c'est réfléchir au paysage, c'est réfléchir à l'environnement réglementaire. Donc à différents aspects. Et le fait aussi d'être en collectif et avec, dans le cadre du PUI, par exemple, d'avoir comme partenaire le SCP, c'est une façon de réfléchir marché assez vite dans le projet et de pas arriver avec quelque chose qui finalement n'intéresse pas grand monde et qui est décalé par rapport à des attentes, une application, etc. D'accord, vous avez une sorte de checklist avec tous les items à cocher pour être certain d'arriver à ce stade. Justement, on se dit que on peut financer. Alors on peut appeler ça une checklist, c'est surtout une compétence dite de développement. Où effectivement, globalement, ça pourrait s'apparenter à une checklist, mais un peu longue, un peu compliquée, avec pas mal de bras et de sous-bras. Mais l'idée, c'est effectivement de se dire, finalement, cette innovation dans la vie du citoyen, où est-ce qu'elle intervient ? C'est vrai, quand vous parlez dans le domaine médical, dans la vie du patient, où est-ce qu'elle s'insère et est-ce que c'est logique ? Est-ce que ça va être tellement compliqué que ça n'arrivera jamais parce que c'est juste impossible et on peut avoir de très belles innovations technologiques mais qui ne rencontrent jamais réellement un vrai besoin marché parce que pas encore compatible ou bien et donc du coup l'idée c'est de travailler ça très en amont pour pouvoir construire les étapes de développement, trouver le financement approprié, qui peut être du financement public, mais aussi du financement privé, pour emmener ces projets jusqu'à un stade de validation qui en fait quelque chose qui peut à un moment aboutir sur le marché, sachant que c'est extrêmement rare que le monde académique puisse aller jusqu'à cette étape-là. On a besoin de relais, que sont les startups ou les industriels, pour arriver à ces niveaux-là. Nicolas ? Je vais peut-être rajouter une chose aussi. Je pense que dans tout ce process, on a des discussions constantes avec les partenaires industriels. Et finalement, ils peuvent nous aider aussi à définir cette roadmap, nous demander d'aller jusqu'à cette étape. Et si on franchit cette étape, du coup, ça les intéresse vraiment. D'accord. Donc c'est ça, c'est vraiment continu et avec une discussion très très intéressante avec les partenaires industriels. On va remonter un petit peu dans le temps, notamment pour parler des appels au projet qu'il peut y avoir en France, en Europe, au niveau européen, des grants aussi, donc qui peuvent être distribués. Alors quelles sont les portes à pousser ? Comment ça se passe pour accéder à ces financements ? Alors d'abord, chaque financement est très spécifique. Alors, je peux en citer quelques-uns. On a donc des ERC-POC qui financent les premières étapes très précoces. On est sur du TRL 2-3, comme disait Stanislas. On a des ERC Synergie. Là, c'est plutôt pour financer de la technologie et permettre à la technologie de sortir. Il y a des EIC Transition. Donc, le European Innovation Council a créé les transitions. Donc là, on a vraiment une logique pour monter sur des TRL de 4 à 6. D'accord. On avance petit à petit. Et puis après, souvent, il y a une création d'entreprise. Si ça passe par une création d'entreprise, si ça va chez l'industriel, ça part directement. Et là, on rejoint le côté EIC Accelerator, où là, on est plutôt sur jusqu'à du TRL 9. Et là, transition, c'est 2,5 millions. Ça vous permet déjà de faire des belles choses. Et puis, l'accélérateur, on est à 2,5 en subvention, 2,5 millions, et puis 15 millions en fonds propres. Donc là, encore, ça peut faire des belles sociétés, des belles structures. Donc ça, c'est pour le côté européen. Mais on a aussi du financement au niveau national. Alors, pour la partie les plus précoces, l'État français, dans le cadre du plan France 2030, a mis en place les stratégies nationales d'accélération. L'idée, c'est de financer justement de la prématuration et de la maturation. Et donc, là, sur les sujets de santé où nous, on est particulièrement impliqués puisqu'on ne fait que ça, il y a 3 SNA, 3 stratégies nationales d'accélération qui sont positionnées, santé numérique, biothérapie, bioproduction et maladies infectieuses émergentes. Mais il y a beaucoup plus de SNA dans tous les domaines. Donc, vous en avez pour la cité, pour la ville, il y en a 19, donc vous en avez énormément qui couvrent tous les sujets. Donc, dans le cadre de Plan France 2030, il y a moyen de développer ces innovations jusqu'en TRL 3-4 à peu près, qui permettent de faire finalement la jonction avec l'Europe. Donc c'est assez logique. Il faut juste construire cette histoire et pouvoir du coup mettre les guichets au bon moment, aux bons endroits. D'accord. Petit à petit, je crois qu'on voit un effet très positif de tous ces dispositifs de prématuration, maturation, parce que moi j'ai l'impression, mais je vous pose la question à Pascal et Stanislas, j'ai l'impression que ça augmente finalement la probabilité de succès de décrocher une grosse grant européenne à 3 millions. Et donc, on parle de transition, je pense que c'est très positif et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça marche de mieux en mieux.
D'abord, je pense que les équipes se sont professionnalisées. Il y a aussi une ambition politique européenne et française sur la recherche. Alors récemment, c'est peut-être un peu plus douteux au niveau français, mais en tout cas au niveau européen, elle est toujours présente. Donc je pense qu'il y a une tendance globale où il y a des guichets, c'est plus structuré, c'est plus professionnalisé. Pour moi, le réflexe du chercheur, c'est de se faire accompagner. Parce qu'en fait, sinon, il passe son temps à essayer de trouver le bon guichet et à rédiger des documents. C'est un travail à plein temps. Bon, c'est un travail à plein temps, c'est pas son métier, c'est pas son savoir-faire. Donc la clé, en fait, quelle est la porte à pousser, c'est son collègue qui sait faire ça. D'accord. Et je pense que, alors, sur les projets qu'on évoque en santé, on est sur une échelle de temps qui est très longue. Il y a des projets qui peuvent être plus rapides autour du digital, autour de référentiels, de nouveaux matériaux, d'autres applications, où les dispositifs qu'on a en France, prémat, maths, peuvent suffire pour déjà réfléchir à un projet d'entreprise. D'accord. Et il y a des dispositifs qui existent pour les doctorants qui est iPhD, pour les chercheurs qui est iLab, où on est en técréation. Oui. Où on a quand même déjà des beaux dispositifs pour lancer une aventure entrepreneuriale. D'accord. Au bout c'est toujours difficile de donner des repères temps, mais quand c'est du logiciel, on est sur un pas de temps de quelques années. On n'est pas sur 20 ans. Ouais. Est-ce que quand un chercheur va se lancer justement dans cette fameuse aventure entrepreneuriale, est-ce que vous restez en contact, vous gardez un lien? Il y a toujours, il reste malgré tout un chercheur de votre équipe? Dans son parcours un peu du combattant vis-à-vis des investisseurs, ils peuvent avoir besoin de nous, les tech transferts. C'est souvent le cas parce que d'abord, il y a des due diligence très régulièrement des investisseurs. Donc, ils viennent le faire. Les data rooms sont chez nous, donc ils le font. Ils viennent parfois prendre notre opinion en tant que, du coup, licensor, c'est-à-dire celui qui a fait la licence à la start-up, la start-up étant le licensee. Et donc, ils vont nous demander ce qui a été fait. Donc, et je pense que ça, c'est le quotidien aussi de Nicolas, de venir nous voir, nous rencontrer. Et puis, c'est aussi un gage ça peut être un gage de confiance aussi de les accompagner sur le long terme. Donc, on peut être ou pas actionnaire dans des startups. Nous, on n'en fait pas une obligation à INSERM Transfer. Ça peut rassurer parfois les fondateurs scientifiques. D'accord. On va, dans ces cas-là, plutôt jouer un rôle de facilitateur et de go-between entre le langage purement financier des investisseurs et puis le langage scientifique qui devient développement des fondateurs scientifiques. Et on va surtout essayer de les aider à gérer un alignement constant dans le temps, parce que le risque majeur, c'est que les fondateurs scientifiques, il faut qu'ils deviennent ce que nous on appelle des actionnaires éclairés d'entreprise. Et donc du coup, ils doivent comprendre que le tropisme qui était très autour d'eux, très centré sur eux au début, va petit à petit s'éloigner. Ça va être du développement, du business, puis de l'argent, puis du financement. Et donc c'est pas des sujets qu'ils manipulent tous les jours. Alors il y a des outils comme l'incubateur Paris Biotech Santé ou le tiers-lieu Liberté Living Lab. Il y a des compétences, il y a des gens qui savent faire des business plans, qui ont levé des fonds aux États-Unis, chez vous, chez nous, ailleurs. Il y a une SAT qui a normalement cette expertise de transfert, qui peut faire cet accompagnement. Et je compléterai aussi le propos de Pascal par une dimension qui est un peu sous-jacente au parcours du chercheur. C'est qu'il y a un aspect RH qui est fondamental. C'est qu'est-ce que je veux faire, quel est mon rôle, dans quelle mesure je veux. J'ai dit qu'il n'y a que 2 CEO, ça veut dire qu'à un moment il faut lâcher prise, qu'il y a un CEO qui est gens qui fassent. C'est pas forcément facile pour un chercheur de lâcher prise sur ses travaux, sur tout ce qu'il porte depuis nombreuses années. Et il y a aussi se pose le sujet de la compétence. On apporte des formations. Il y a le programme PPE prêt pour l'entreprise, parcours entrepreneurial. Le CNRS a son programme RISE. Il y a d'autres modalités pour monter en compétences et s'ouvrir à cet univers. Je pense que le chercheur, avec son PhD, c'est quelqu'un qui est capable d'embrasser une certaine complexité. Et à nous de lui donner un peu les quelques clés pour qu'il se sente à l'aise et pas avoir peur, quoi. Tout à fait. D'accord. Très bien. Ça marche. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose? Il y a d'autres questions? Non, je pense que oui, l'environnement, les rassurer en disant que on est là, il y a des experts, il y a toute la prémat, la maths, c'est le début de l'histoire, et puis ça va permettre de décrocher peut-être du financement public européen, français, non dilutif, qui est très utilisé par les startups aussi, et donc ça c'est formidable, c'est quand même un écosystème, je trouve. On nous critique la France, mais en fait on a ce écosystème très riche, soutien
moyens de financement des débuts de développement de l'innovation non dilutifs. Et donc, c'est vachement sympa. Ce qui permet à la start-up, finalement, de franchir les quelques premières milestones et puis de faire des belles levées de fonds dans de bonnes conditions après. Et je pense que les chercheurs doivent être rassurés. On a plein d'équipes pour les accompagner et faire former autour d'eux une équipe d'experts en mode projet. Un cocon, peut-être pas, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un cocon, c'est une aventure. Mais en tout cas, voilà, ils sont pas seuls et il faut bien se faire accompagner. Puis on est là pour les aider. D'accord. Il faut se rendre compte qu'il y a à peu près, on est plus de 200 personnes à travailler sur de personnel de valorisation et d'innovation, à travailler sur le site Valocité. Ça fait. Alors, c'est pas que des plein temps. Les équipes d'Inserm Transfer sont entre 5 et 50% sur Valocité. Vous, c'est un peu particulier, Pasteur, mais grosso modo, ça correspond à 80 ETP. Donc, c'est une masse formidable. Une belle équipe avec des compétences très variées. Exactement. Merci Stanislas. Merci Pascal. Merci. Nicolas, on se retrouve très bientôt. Oui, merci à tous les deux. C'était un podcast très intéressant. La prochaine étape, c'est un épisode 4 de Unlock sur la relation, la discussion d'un scientifique avec des partenaires industriels, donc aussi la crainte, les peurs que cela peut générer. Voilà, un épisode pour leur donner des conseils, des clés pour faire ça, et puis toujours l'accompagnement par nos équipes. Très bien. Merci Nicolas. Merci Fabien. Merci. À bientôt. À bientôt.